là, complète du Québec. Je vais donner plus de détails vers la fin de la présentation sur justement les spécifications que nous, on utilise d'un côté, puis aussi sur l'aspect là, de développement d'expertise à l'interne. Donc, à quoi ça ressemble? Ben, comme les premières acquisitions ont été faites ça en 2000, dès 2006, ben, il y a plusieurs petits morceaux à gauche et à droite là, donc, qui ont été faits en 2006, 2007, 2008, 2009. Puis là, graduellement, plus on s'en va, plus proche, plus on se rapproche de la fin de 2016, ben, là, on se met à avoir des blocs ça, plus importants, plus homogènes d'acquisitions qui sont faites. Au niveau des densités d'impulsion, comme encore une fois, il n'y a pas vraiment de grosse coordination au départ, ben, il y avait différentes spécifications en fonction de différents utilisateurs. Donc, c'est certain que nous, au ministère des Forêts, ce qui nous intéresse plus, c'est la forêt, puis on a un territoire immense à couvrir. Donc, on ne peut pas se permettre financièrement d'avoir du 10 points, 15 points, 20 points par mètre carré. Donc, ce qui avait été décidé après quelques tests, c'était d'y aller plus vers une acquisition à 2,5 points par mètre carré en moyenne. Donc, c'est ce qui représente la majorité là, du territoire. Mais il y a quand même des zones, souvent les zones plus urbaines, qui ont été acquises par d'autres ministères, comme le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique ou carrément par des villes qui avaient le financement pour le faire. Ben là, souvent, on a des acquisitions qui sont à des densités de points plus élevées, là, 8 points, 10 points par mètre carré. Puis ça, donc nous, notre 2,5 points par mètre carré, généralement, à cause de la façon dont on spécifie nos contrats, c'est plutôt un 2,5 points minimum. Donc, en moyenne, on se retrouve à plus avoir quelque chose qui est autour de 5 points par mètre carré. 4 à 5 points. Et également, une particularité de nos acquisitions, c'est qu'on l'exige avec feuille, considérant que ce qui nous intéresse le plus, c'est justement la forêt. Donc, l'importance d'avoir une belle définition de la canopée, c'est vraiment primordial pour nous. Donc, il y a une majorité du territoire qui est couvert avec feuille. Mais par contre, tout le territoire qui est plus urbanisé, justement, donc qui est, ben là, ce qui est essentiellement ce qui est représenté ici par du sans-feuille, ben, c'est que ça a été acquis par d'autres ministères pour qui le sol était vraiment encore plus important, puis pour lequel ils ne voulaient pas d'obstruction non plus pour justement des bâtiments qui seraient cachés par la canopée. Par exemple. Donc, on a l'enlignement qui a été pris avec ce projet-là, ça a été de ne pas nécessairement diffuser les données brutes, les nuages de points lui-même, bien qu'éventuellement, ça devrait finir par le devenir. Probablement, c'est possible de les acheter, mais éventuellement, ça devrait être disponible gratuitement. C'était plutôt d'offrir des produits dérivés qui allaient déjà être prêts à l'utilisation pour le secteur forestier essentiellement. Donc, il y a plusieurs produits, donc modèle numérique de terrain, bien entendu, qui a été développé, des reliefs ombrés aussi pour faciliter la visualisation en pseudo 3D, des modèles numériques de pente, et ainsi que ça, des modèles numériques de hauteur de la canopée. Puis, on a produit certains guides également d'interprétation de ces différentes couches-là. Il y a également eu certains autres produits qui ont été développés pour des actions vraiment plus d'opérations forestières. Donc, on parle de courbe de niveau, d'une autre forme de modèle de hauteur de la canopée où on fait ressortir davantage les cimes, également des pentes à une autre échelle, quand on a besoin d'avoir peut-être moins bonne précision, euh, moins bonne précision, mais qu'on veut faire un traitement sur une euh, plus grosse superficie. Puis on a également développé des couches de contraintes topographiques aux opérations, là, vraiment c'est déjà une couche qui est vectorielle plutôt que matricielle et qui prend en compte un paquet de paramètres au niveau des opérations forestières, donc de taille de machine, puis de taille maximale d'extension des bras de battage, euh, qui prend en compte les sommets, les inaccessibles. Donc, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est un autre produit ça, qu'on offre plus spécifiquement pour le milieu forestier. On a également toute une gamme de produits qui n'est pas encore complétée, mais qui se développe, qui concerne les produits d'hydrographie. Donc, on avait déjà, oui, une cartographie des cours d'eau, des lacs, mais là, maintenant, avec du LIDAR, la grandeur du Québec, la moitié du Québec, ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure représentation de ces différents écoulements-là. Donc, on a produit par modélisation hydrologique, donc ce qu'on a appelé, nous, des écoulements potentiels, parce que c'était toujours une modélisation et non pas une vérité terrain. Donc, mais qui représente quand même beaucoup mieux le positionnement des cours d'eau qu'on a en forêt.
des couches également ça, d'indices d'humidité topographique, donc qui redonnent une idée d'humidité du sol. On produit également des matrices de direction de flux, puis des matrices d'écoulement préférentiel pour des gens qui voudraient aller plus loin dans leur propre modélisation de l'hydrographie pour d'autres besoins. Puis on produit également des couches qu'on appelle des cotonnes riverains, qui sont, dans le fond, des zones de transition entre le milieu humide et la forêt, parce que c'est des zones qui sont à protéger. C'est importante là, pour la réglementation qu'on a ici au Québec lorsqu'on fait de l'aménagement forestier. Donc, ces zones-là doivent être particulièrement protégées. Donc, avoir déjà une couche qui nous permet de mettre en évidence ces zones-là ben, peut faciliter là, les travaux de planification, puis ensuite les travaux terrain. On a également notre produit qui était développé à l'interne qui concernait les volumes marchands par essence, qui n'est pas exclusivement dérivé du LIDAR, mais qui vient incorporer dans le fond des données du LIDAR, des données de hauteur d'arbre, avec d'autres informations qu'on a déjà aux inventaires forestiers qui concernent donc les essences dans les peuplements forestiers, leur densité, des placets de terrain qui sont évalués. Donc, il y a toute une mécanique qui est faite pour régénérer, dans le fond, des polygones forestiers dans lequel il y a une bonne composante, dans le fond, de données d'or qui est prise et qui nous permet d'obtenir par la suite des volumes marchands pour plusieurs types d'essences différentes. Donc, c'est une autre sorte de carte que celle qu'on diffuse depuis des décennies maintenant, là, qui est la carte écoforestière, qui représente là, les différentes essences dans différentes proportions avec les hauteurs et les densités. La plupart des produits que je vous ai présentés, à l'exception de quelques-uns, sont disponibles sur Forêt ouverte, là, qui est notre plateforme web de nos données forestières. Il y a plus que des données forestières, mais dont c'est le portail principal vers lequel on envoie les gens pour soit la visualiser, donc à l'écran dans un furteur, ou pour accéder aux données en arrière, puis les télécharger, puis les intégrer ensuite dans leur propre signe. Euh, On a ensuite, ça, c'est plusieurs projets de développement qui sont faits soit à l'interne, exclusivement, sinon en collaboration plus souvent avec des partenaires dans les universités, et puis qui nous servent là, à différents niveaux. Donc, on a entre autres ici des projets qui ont été faits qui aident à la photointerprétation des peuplements forestiers parce qu'on continue de faire des acquisitions de photographies aériennes pour nos besoins d'inventaire. Mais comme on a maintenant du LIDAR, ben, on peut quand même donner un coup de main aux photo-interprètes et on peut, par exemple, donc donner pour des peuplements forestiers, déjà donner une estimation de hauteur et de densité que le photo-interprète peut juste corriger au besoin. Donc, là, si on a un exemple où est-ce que dans le peuplement, on peut facilement faire identifier toutes les cimes, identifier donc les hauteurs d'arbres dans ce peuplement-là, et donc évaluer une hauteur modale euh, dans ce peuplement-là et y attribuer ensuite une densité liée à cette hauteur-là. Donc, c'est un des produits qu'on utilise, qui est dérivé à fond de travaux qui ont été faits avec Jean-Romain Roussel à l'Université Laval, euh, avec son package LIDAR, où est-ce qu'on l'avait financé pour améliorer la façon de détecter des cimes, ajouter sur certains algorithmes de détection et de segmentation pour avoir de l'information pour chaque arbre, puis permettre ensuite une meilleure caractérisation des peuplements. Donc, ça fait partie surtout des travaux qui ont été faits au cours des dernières années. Encore une fois, avec Jean-Romain, ben, on a fait travailler sur des algorithmes de classification de lignes haute tension et de pylônes. L'idée étant de pouvoir plus facilement nettoyer les nuages de points pour retirer en fait ces sédiments-là lorsqu'on veut faire une représentation du modèle d'odeur de la canopée sans avoir d'influence seulement là, des lignes haute tension ou des pylônes. J'aimerais également travailler sur la détection de plans d'eau, exclusivement à partir du LIDAR. Donc, ça, c'est des travaux qui ont été réalisés il y a quelques années. Plus récemment, il y a eu des travaux qui ont été faits également pour la détection de chemins forestiers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on a sur le territoire d'environ 550 000 km², on a environ 500 000 km de chemins forestiers, presque pas tous forestiers, mais donc une grande majorité de chemins forestiers dans ça. Euh, et la connaissance fine de la localisation de ces chemins-là est pas très forte. C'est-à-dire qu'on a des bases de données, mais il y a beaucoup d'améliorations donc, à faire dans cette base de données-là. Donc, il y a eu des développements qui ont été faits pour pouvoir identifier, soit
recaractériser les chemins déjà existants dans une base de données ou carrément partir simplement d'un point connu sur un chemin et d'explorer un réseau puis de bâtir un réseau vectoriel topologiquement valide de réseau de chemins. Euh, donc, c'est des travaux également qui ont été faits et qui sont en application présentement chez nous. On prévoit, donc comme je vous disais, faire un deuxième passage de lidar maintenant qu'on a fait notre première. Ce qui sera un peu différent, cette fois-ci, c'est qu'on souhaite vraiment, lier la séquence d'acquisition à notre, programme d'inventaire par photographie aérienne. Donc, avant, ce qui était fait, c'était comme du rattrapage. On a rapidement, en quelques années, couvert tout notre Québec méridional. Là, l'idée maintenant, c'est que maintenant qu'on a une première base, ce serait de simplement venir s'appuyer sur le calendrier de production de notre carte écoforestière, qui est sur un horizon d'environ 10 à 12 ans, généralement. Donc, on a des plus petits territoires un peu à faire à chaque année, mais ça viendrait, on aurait à chaque fois photo et lidar dans la mesure du possible acquises au même endroit le long du Québec. Puis les niveaux des spécifications, bon, on va chercher à peu près les mêmes choses que ce qu'on a terminé dans la séquence, c'est-à-dire avoir du 2,5 points minimum par mètre carré, des acquisitions avec feuilles, avec entre autres des angles d'acquisition de 20 degrés maximum. C'est ce qu'on a pu évaluer qui nous permet d'avoir, en fond, le meilleur rapport qualité-prix finalement pour ce que nous, on recherche au milieu forestier à un coût raisonnable pour faire nos travaux. On a, je voulais ça glisser quelques mots également sur les critères d'évaluation, sur certaines façons dont on établit la qualité du jeu de données. Je ne vais pas passer à travers tout ça, mais pour ceux que ça intéresse, quand on évalue les densités de points sol, ça a été disons, un gros enjeu au départ de nos acquisitions, de trouver la bonne façon d'évaluer comment est-ce qu'on peut identifier le nombre de points qu'on a au sol pour avoir une bonne représentation du modèle numérique de terrain. Parce que considérant que la majorité du territoire québécois est forestier, donc il y a toujours une obstruction importante, et qu'on le voulait faire une acquisition avec feuille, ben, il fallait trouver les bons paramètres. Donc, ça veut juste expliquer un peu la façon dont on analyse en utilisant des grilles dans lesquelles on évalue dans chacune des sous-sections la quantité de points qu'il y a au sol. Donc, ça a été une façon donc, qui nous a permis d'arriver à avoir généralement une bonne représentation là, du sol, sans aller chercher, par exemple, du 10 points sans feuille, par exemple. Ça également, donc c'est juste pour présenter des choses qu'on incluait dans nos appels d'offres pour montrer ce qu'on souhaitait pas voir. Donc, par exemple, on a en haut à droite, dans la figure, des bouts de petites collines qui sont coupées parce qu'il y a eu une mauvaise classification des points sols, ou en bas à droite, des petits artefacts là, qui seraient représentés ici par des petits pustules qu'on voit partout sur la carte. Mais c'est pas des vraies formes de terrain. Donc, dans notre appel d'offres, on a inclus ça, certains euh, critères d'évaluation pour s'assurer d'avoir quand même un produit de qualité lorsqu'on vient le temps de générer les produits finis. Euh, Aussi pour en ajouter sur euh, notre insistance à avoir de l'information avec feuille plutôt que sans feuille, c'est que lorsqu'on vient le temps de remonter la canopée, aux densités de points qu'on utilise, donc à environ ça, 2,5 points par mètre carré minimum, il y a un écart significatif entre une canopée prise avec feuille ou sans feuille. Donc, c'est à trancher au couteau, en fait. On voit clairement la différence. Ça ne nous permet pas, donc, si on fait des acquisitions sans feuille, d'avoir vraiment une bonne représentation de la canopée. Toutefois, pour le sol, c'est pas généralement pas très différent. On voit qu'il y a un peu plus de bruit dans le secteur qui a été pris avec feuille, parce que forcément, il y a eu une moins bonne pénétration. Mais généralement, dans un terrain qui est accidenté, c'est pas un effet qui est significatif. Donc, ça rentre dans la marge d'erreur d'autres choses qu'il y a dans le territoire. Par contre, quand on est dans un territoire qui est plus plat, ben là, ben, on voit un peu plus justement les effets parce que ça prend pas grand-chose finalement pour que sur du plat, qu'il y ait un écart de 10, 15, 20 centimètres, qu'on se mette à avoir des lignes aux limites, dans le fond, des différents contrats d'acquisition. Mais au niveau des feuilles, ben, on voit quand même un effet ça, majeur sur la précision du produit.
Quelque chose qu'on a pu constater aussi, puis ça qui est plus tannant, puis parce qu'on a moins de contrôle, c'est, l'effet du capteur, dans les acquisitions qui ont été, faites sans feuille. Parce que même si dans nos contrats à nous, on exige, d'avoir d'utiliser une période d'acquisition avec feuille, on récupère quand même des données qui est faite par d'autres ministères. Et donc, dans certains cas, des fois, on va quand même utiliser cette donnée-là. Mais parfois, pour un même capteur, ben, pas même capteur, mais sur une même période d'acquisition, donc ici, un vol qui a été fait à l'automne, mais qui était volé par la même compagnie, dans le même contrat, mais pour des raisons opérationnelles, on va utiliser deux capteurs différents. Euh, ben, on voit un effet marqué, dans le fond, dans la définition de la canopée. Donc, juste la petite bande à droite a été faite là, par un Optec Galaxy T2000. Puis, la canopée se définit de façon comme si c'était fait avec feuille. Mais par contre, le reste du contrat qui a été fait avec un Galaxy Prime, là, on perd vraiment une définition dans la canopée, mais pourtant, dans les deux cas, ça a été fait sans feuille. Donc, c'est simplement une différence dans le paramétrage des appareils même qui a fait en sorte que le résultat était différent. Mais ça devient difficile de les spécifier pour des équipements particuliers, comment est-ce qu'on veut que ce soit fait, là. Donc, parfois, on doit faire avec un jeu de données qui est de moins bonne qualité pour nous. Et également, quelque chose qu'on peut voir, puis ça qui est indépendamment en fait avec feuille, sans feuille, et même la densité de points, c'est des écarts au sol à la limite des contrats. Donc, le territoire est très vaste, même si un contrat fait 10 000 ou 20 000 km² d'acquisition, vient le temps où est-ce que ça doit être euh, agencé à un contrat voisin qui a été pris une autre année ou par une autre compagnie. Et même s'il y a des exigences quand même de calibration et de précision qui sont demandées pour chacun de ces contrats-là, ben, on peut facilement avoir des écarts de 10-15 centimètres parfois entre des contrats adjacents qui peut faire des petites fractures. Puis tout dépendant du type d'erreur, parfois ça peut être juste un biais, mais souvent c'est plus complexe que ça. Puis ça devient difficile considérant la précision qui est demandée en Z, puis qui est possible d'obtenir aussi, il faut dire, avec ces appareils-là. C'est difficile de savoir exactement où se trouve la vérité. Donc souvent, il faut vivre avec des petites cassures qui se passent là, à la jonction de différents contrats. Euh, Même si parfois ça vient causer certains problèmes lorsqu'on fait de la modélisation hydrologique, où là, bien sûr, ben, l'eau est jamais censée euh, remonter sur une pente. Donc, parfois, ça cause certains problèmes, mais il y a toujours moyen de moyenner. Donc, ça fait le tour d'une présentation sur nos acquisitions LIDAR au Québec. Donc, on prévoit poursuivre ce genre de travail-là et mettre à jour les différents produits qu'on fait au cours des prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Ah, oula, 2 questions d'un coup. Alors 3. Alors, le premier, c'était Tony. Tony, je vous en prie. Bonjour Jean-François. Est-ce que vous comptez mettre dans le domaine public les données LIDAR brutes ou les données, les nuages de points LIDAR, parce qu'actuellement, c'est juste les produits dérivés? Un jour, ça fait des années que c'est censé éventuellement tomber dans le domaine public, mais c'est des décisions, entre autres, politiques, là. Donc, fait partie d'un souhait de la base, mais quand est-ce que ça va se produire, je peux pas, j'ai pas de réponse. C'est bon, merci. OK, ensuite, Richard, vas-y, je t'en prie. Oh, merci. Merci Jean-François. Excellente présentation. J'ai trouvé ça fort intéressant, entre autres, votre argumentaire avec feuille, sans feuille, parce que pour le lidar terrestre et mobile, on en vient graduellement à la conclusion que
le lidar sans feuilles pour les forêts feuillues en particulier fait une grande différence pour aller chercher la structure, mais je pense que tu as eu un argumentaire assez convaincant, comme de quoi il y a de gros différentiels. J'avais quelques petites questions, je me lance tout de suite. Les polygones qui sont définis et disponibles à la forêt ouverte, ce sont des polygones qui sont par photo-interprète, n'est-ce pas? Oui, actuellement, oui. Tout à fait. Or, il y a eu, on comprend par exemple que le Nouveau-Brunswick fait, lui, une division en raster de 20 mètres par 20 mètres. Et puis, il y a même, votre ministère a regardé cette façon de faire-là. Est-ce que c'est une façon qui va pouvoir être mise de l'avant c'est dans un avenir proche ou parce qu'il y a beaucoup d'avantages à ce genre de représentation-là? Oui, ben ça, dans le fond, nous, on a un produit similaire aussi là, qui s'appelle qu'on a appelé nous des forelles, dans le fond, là, donc ces pixels de 20 mètres par 20 mètres là, on les appelle des pixels de forêt, donc d'où forêle. On produit, dans le fond, une analyse qui permet d'avoir un paquet de métriques, donc d'essence, puis de densité dans une matrice, puis à partir duquel on peut reconstituer, dans le fond, des polygones. Puis c'est diffusé. Sauf qu'actuellement, c'est très, très peu utilisé parce que c'est un gros, gros changement en fait de paradigme pour les gens qui sont habitués à des polygones forestiers qui existent depuis début des années 70, si je me souviens bien, là, qu'on fait de l'inventaire forestier de cette façon-là sur les cartes à l'époque. Donc, les gens sont habitués à avoir des polygones, veulent des polygones. Donc, mais nous aussi, on voit à l'interne qu'il y aurait des gains importants à passer à du matriciel pour faire des analyses à grande échelle, utiliser ça, des matrices quand même assez agréables, puis ça nous permet d'intégrer plus facilement des fois des informations justement satellitaires, différentes sources de données. On rasterise tout ça, puis on peut faire ça plus facilement de l'analyse que sur des polygones. Donc, le produit existe, on veut le mettre de plus en plus de l'avant au fil du temps, mais il faut aussi qu'on mette, qu'on fasse de l'accompagnement, puis qu'on puisse bien en démontrer les avantages, puis qu'on fournisse peut-être des outils aussi aux gens pour leur permettre de mieux apprivoiser cette donnée-là. OK, merci. J'ai remarqué dans les caractéristiques futures des prochains survols, en fait, que vous me donnez 20 degrés maximum d'angle, j'imagine plus ou moins 20 degrés. Ouais. Or, dans un projet Aware, on a eu une discussion à ce sujet-là parce que de plus en plus de fournisseurs nous proposaient d'avoir des données de plus ou moins 30 degrés. Et puis, on est arrivé à la conclusion, en fait, avec toute la discussion qu'on a eue transcanadienne, que 30 degrés, c'est pas si mal si on a un recouvrement de 50 parce que comme Tony l'a mentionné un petit peu plus tôt dans sa présentation, ce qui importe, c'est de voir la forêt de deux côtés. Et puis, si par contre, on n'a pas un recouvrement qui est aussi grand, ça risque de causer des problèmes dans la qualité des résultats. Donc, je suis un peu surpris parce que les nouveaux capteurs permettent plus ou moins 30 degrés et les fournisseurs, ils voient ici une occasion de réduire leurs coûts. Donc, 20 degrés, c'est vraiment une limite que vous allez imposer? Ben, actuellement, c'est l'orientation, là. Si tu me dis qu'il y a que finalement, il y a peut-être un intérêt à aller plus grand, bon, on pourra peut-être regarder, nous, à l'interne, voir si ça c'est quoi l'impact que ça aurait de permettre, dans le fond, un angle plus important, tout en ayant un recouvrement qui vient de deux côtés, de voir c'est quoi l'effet là, OK. sur les différents produits qu'on fait, là. C'est ça, parce qu'on l'a essayé, nous, avec des survols à Terre-Neuve, et puis ça a vraiment bien fonctionné à plus ou moins 30 degrés, mais avec un recouvrement d'au moins 50 ce qui est aussi très limitant. Dernière Ouais. question, c'est ton écotone riverain. C'est que votre carte d'écotone riverain, est-ce que ça prend en compte le bris de pente fait avec le modèle numérique de terrain pour établir c'est quoi l'écotone ou si c'est simplement en vision, en fait, en fonction de la végétation? Ça prend en fait, les deux intrants principaux sont le modèle d'auteur de la canopée. Donc, vraiment, c'est la densité essentiellement au fond des arbres. Passer une certaine, quand c'est très dense, ben, on peut pas confirmer, on peut pas dire que c'est un écotone. Il faut vraiment que la forêt soit peu dense. Donc, on part d'un milieu aucunement dense, l'eau. Puis on rentre un peu dans la forêt jusqu'à une certaine densité. Puis l'autre paramètre qui vient jouer sur cet effet-là de rentrer dans la forêt, c'est l'indice d'humidité topographique.
Donc, l'autre produit qu'on a présenté. Donc, il y a des seuils. Donc, c'est une modélisation hydrologique, en fait, qui est faite pour voir quels seraient les endroits potentiellement les plus humides. Puis, donc, il y a des seuils qui sont mis qui font en sorte que on va restreindre, dans le fond, la zone de recherche à des zones qui sont prévues comme étant humides. Donc, un endroit qui serait peu dense, mais qui a peu de chance d'être humide, ne tombera pas dans la zone écotonne-riveraine, par exemple. Et merci beaucoup pour tes réponses et puis merci beaucoup pour tout le projet parce qu'au Québec, c'est notre pain, notre beurre d'avoir toute cette bonne donnée-là et puis on a fait figure de précurseur au Canada. Je trouve que c'est vraiment un bon produit. Merci. OK, on a une question dans le chat de Monsieur Bilodeau. Pourriez-vous détailler les différences entre les produits MHC et MHC focal? Oui, effectivement, je passe extrêmement vite là-dessus. Dans le fond, la seule différence, parce que le MHC focal, je n'ai pas une bonne diapo pour bien le présenter ici, mais MHC focal, à fond, c'est qu'on fait une statistique focale, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, où est-ce qu'on vient chercher la valeur maximale dans un rayon de 3 mètres du pixel. En fait, dans une fenêtre. Donc, nos produits sont diffusés à 1 mètre de résolution, donc un pixel, à chaque pixel voisin. Donc, ça vient faire grossir les cimes, ce qui fait en sorte que parfois, lorsqu'on veut avoir une meilleure idée visuellement, dans le fond, de où se trouvent des arbres les plus gros, comme ça vient donc faire une tâche plus grande sur la symbologie qu'on utilise. Donc, ça permet plus facilement de vraiment identifier, de dire s'il y a une cime, s'il y en a une autre. Donc, parfois, c'est utile aussi si on va en forêt même, puis qu'on veut essayer de localiser certains arbres précisément, si on a sur notre tablette, par exemple, ce MHC-là, on peut voir plus facilement la cime pour pouvoir dire, ah, oui, effectivement, c'est l'arbre à côté duquel je suis. Donc, c'est vraiment juste une statistique maximale qui est faite sur les pixels voisins avec une fenêtre mobile. Donc, c'est déplace. Merci, je pense que ça répond à la question. Jean-Mathieu. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai donc juste une petite remarque là par rapport aux conditions d'acquisition. Je pense qu'effectivement, à 2,5 points par mètre carré, on ne faut pas trop compter sur les branchages pour avoir une bonne définition de la hauteur de la canopée. Donc, ça justifie bien de faire ça en feuilles. Et qu'à l'inverse, dans les peuplements de conifères, si on veut être sûr que le rayon il aille taper au sol, il ne faut pas forcément non plus avoir un angle de scan qui est trop élevé. Donc, je pense que ces histoires de densité, d'angle de scan et de conditions d'acquisition, ça se réfléchit sur l'ensemble des paramètres d'acquisition. Et sinon, ma question, alors elle est un peu pour vous, mais elle est peut-être aussi surtout pour l'hygiène, parce que vous avez apparemment quand même beaucoup de recul sur ce que vous avez fait comme acquisition lidar, sur l'utilisation, sur les produits. Et je voulais savoir si justement vous aviez des gens qui vous contactaient pour savoir un peu quelles étaient des préconisations, des retours d'expérience qui eux pourraient leur permettre de mieux mettre en œuvre leurs grands chantiers nationaux ou des choses comme ça. Effectivement, on a eu certaines communications avec, bien sûr, l'IGN pour leur planification de leur acquisition. Mais certains que les besoins sont assez différents, puis donc les paramètres d'acquisition sont bien sûr faits en conséquence. On a un territoire qui est principalement forestier, alors que, bon, il y a plus d'autres enjeux donc, qui justifient de déroger à nos spécifications que nous on a là, pour ce qui est fait présentement en France. Donc, on a eu ça de communication avec eux. Sinon, c'est plus au niveau canadien, en fait, là, où est-ce qu'on a certaines communications avec les autres provinces et territoires qui ont, tout dépendant de où est-ce qu'on est, justement, dans certaines provinces, les acquisitions ont été prises en charge par le gouvernement. Dans d'autres, ça a été laissé complètement au privé. Donc, seulement les compagnies privées qui vont faire des acquisitions, qui vont gérer la donnée, faire les produits dérivés et vendre un paquet de fonds tout fait aux utilisateurs potentiels. Donc, il y a différents modèles d'affaires qui sont développés. Mais je dirais que ça se résume pas mal à ça. Puis le fait que le Québec parle français, donc en Amérique du Nord, fait en sorte aussi que ça nous isole beaucoup du reste. Donc, c'est assez rare qu'on vienne vers nous pour nous poser des questions. Mais on a quand même certains échanges avec le fédéral et les autres provinces. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vérifie dans le chat, ça a l'air d'être bon. Je ne vois pas d'autres mains levées.
Eh bien, dans ce cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et donc, nous allons passer à la dernière présentation de la journée avant le temps d'échange, donc de Monsieur Ingold, propriétaire forestier des Bois Impériaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Baptiste? Ah, par contre, on ne vous entend pas. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Pouvez-vous activer votre micro de votre côté? Alors, j'espère que j'ai activé le bon compte. Non, on n'a pas de son. On vous voit, mais on n'a pas de son. Alors, je pense que vous devez activer votre micro sur votre interface Teams de votre côté, parce que moi, je vous ai passé en présentateur, donc vous, normalement, c'est bon de ce côté-là. Mais de votre côté, il faut que vous activiez le micro. Attendez, est-ce que je peux vous forcer le micro? Non, je peux pas. Ouais, moi, je peux pas l'activer de mon côté, je suis désolé. Il faut que vous le fassiez chez vous. Non, je vous entends toujours pas. Attends, non, je peux pas. Normalement, votre micro. Ah bah là, votre micro est même allumé. Allô? Est-ce que vous. Non, ça ne marche toujours pas. Je soupçonne un problème de configuration micro de votre côté. Non, je vous entends toujours pas. Du coup, je peux pas vous répondre, je suis désolé parce que je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez soit faire un test de déconnexion-reconnexion, soit éventuellement, je sais pas.